1476, c'est une date que vous connaissez tous, c'est une date symbolique puisqu'il s'agit de la chute officielle de l'Empire romain. Et pourtant, ça n'est justement qu'un symbole, parce qu'au-delà des événements qui ont touché Rome, eh bien dans le reste de l'Empire, la transition ne s'est pas faite en un jour, il n'y a pas eu de changement brutal comme ça du jour au lendemain. C'est pourquoi on va s'intéresser aujourd'hui à la Gaule dans cette période charnière de l'histoire. Quelle était la situation avant et après de la Gaule romaine et comment la transition a-t-elle été gérée pour aboutir jusqu'à la prise de pouvoir des Francs de Clovis. En gros, la question est tout simplement comment a débuté l'histoire de France. Les Francs, les Germains et puis les autres peuples barbares ne sont pas les premiers qui avaient porté leur regard sur la Gaule, puisque depuis la Rome antique, cette terre fertile est l'objet de toutes les convoitises. En tant que territoire, la Gaule est un véritable grenier à blé, en plus d'être un vivier de soldats redoutables. Et puis en tant que peuple, les Gaulois sont braves, laborieux, ingénieux. Pourtant, leurs querelles intestines et l'absence d'organisation vont faire d'eux une nation éternellement désorganisée, de quoi susciter les appétits des Germains comme des Romains. Après l'appel à l'aide de la cité de Marseille en 125 avant Jésus-Christ, Rome va profiter justement de cette situation pour s'installer durablement en Languedoc et en Provence. Cette région, la Narbonnaise, devient alors l'avant-poste de la ville éternelle en terre gauloise. Jules César le Premier profite de cette situation morcelée de ce riche territoire, d'ores et déjà gangréné par les agents romains. Il bat Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus-Christ, puis il obtient la dictature en 44 avant Jésus-Christ. Lorsque son neveu Octave lui succède en 27, toujours avant Jésus-Christ, il devient le premier empereur romain sous le nom d'Auguste. À ce moment-là, la Gaule est rattachée à l'Empire et les premiers changements se font voir. Des structures solides, des administrations qui s'établissent, l'hygiène qui s'améliore, tout comme l'éducation. La religion et le mode de vie des Romains s'imposent d'elles-mêmes sans que l'héritage gaulois ne soit détruit. En gros, les Gaulois sont mécaniquement attirés vers cette opulence, vers ces temples tout neufs, et puis la fascinante grandeur de Rome. Ainsi, au IIe siècle, la Gaule est complètement romaine, ou plutôt gallo-romaine, car certains particularismes persistent et se fondent dans le nouvel ordre avec harmonie. Parlons maintenant de la christianisation de ce territoire. La Gaule est rapidement touchée par la parole du Christ, puisque les premiers évangélistes arrivent vers l'an 63 à Marseille. Ici, c'est une parole directe qui se répand. Elle est portée par des gens qui ont vu, entendu et connu le Christ en personne. En 177, au moment des persécutions, le christianisme est ainsi déjà assez vigoureux dans les villes gauloises. Pour Rome, cette nouvelle religion est une menace. Pensez-vous, les chrétiens proclament l'égalité entre les hommes, donc entre un esclave et l'empereur. De plus, outre le fait qu'ils récusent la divinité impériale, ils vénèrent un brigand, un condamné, un crucifié. Les premières persécutions commencent donc sous le règne de Marc Aurèle, notamment à Lyon, avec le martyre de Sainte Blandine, mais le christianisme est déjà, comme je l'ai dit, solidement implanté. En 346, par exemple, il y a au moins 34 évêques en Gaule, comme nous le dit saint Athanase. Gros basculement au début du IVe siècle, l'empereur romain Constantin Ier se convertit au christianisme et en 325, il réunit le concile de Nicée pour fixer une harmonisation du dogme face à une nouvelle menace naissante, l'arianisme. Le sujet peut paraître secondaire, mais il est pertinent, il est déterminant dans l'histoire de la Gaule, puis de la France, et dans l'histoire de Clovis, parce que tout va être lié à Clovis. L'arianisme, c'est un dogme qui est répandu au début du IVe siècle par le prêtre Arius d'Alexandrie. Sous prétexte de lutter contre la confusion entre les personnes, avec un grand P, et la Trinité, Arius va installer un dogme qui va amoindrir le rôle du Christ et de l'Esprit au profit du Père. L'arianisme, en gros, nie la nature divine du Christ. Premier-né des créatures, il était pour Arius inférieur au Père. Le concept de consubstantialité des trois personnes de la Trinité est remis en cause. Le concile de Nicée, donc en mai-juin 325, vient condamner cette hérésie et aussitôt, des prêtres ariens sont exilés en Occident où ils peuvent propager leur dogme auprès des barbares, notamment en traduisant la Bible dans leur langue. Ainsi, au 5e siècle, la quasi-totalité du monde barbare est hérétique, arien. Au milieu de ce monde barbare arien, les Gaulois font figure d'exception. C'est déjà ce qu'on peut appeler l'exception française.
Ils ont été évangélisés de longue date, alors ils ont su résister à l'hérésie, même à l'époque de l'empereur Constance, qui est le fils de Constantin pourtant, et qui avait été influencé par des Ariens. Alors face aux barbares païens, face aux barbares ariens, face à l'Empire qui les persécute sous Constance, eh bien la Gaule va rester fidèle à la foi nicéenne. Après la partition de l'Empire romain entre Orient et Occident, eh bien ses jours sont comptés. Il est confronté à de multiples guerres civiles, et puis face aux barbares, les Alamans, les Burgondes, les Francs, les Goths, et à leurs incursions de plus en plus fréquentes, Rome ne parvient plus à gérer la situation et à préserver ses frontières. Tout juste parvient-elle à sauver les apparences en confiant des terres à ces barbares, assortis d'un fédus, un pacte de fédération. Installés sous la tutelle de Rome, qui les fascine toujours autant, même s'il n'y a plus le pouvoir, cette puissance, il y a toujours la fascination, eh bien, les barbares à qui l'on confie un fédus ont la charge de veiller sur les frontières et puis de fournir des hommes aux légions qui sont elles aussi de moins en moins romaines. Dans la ville de Rome, le déclin se fait ressentir à tous les niveaux. Les Romains ne veulent plus servir sous les armes, la crise économique fait rage et les mœurs sont totalement dépravées. L'Empire est immense, mais divisé et attaqué de toutes parts. Concernant le pouvoir, des fantômes d'empereurs se succèdent sur le trône. Lorsque le Germain Ricimer, qui est le maître de l'Empire, meurt en 1472, eh bien un ancien conseiller d'Attila, Oreste, s'empare du pouvoir et proclame empereur son fils Romulus Augustulus. En 476, le skyre Odoacre tue Oreste et dépose Romulus Augustulus. Il ne se proclame pas empereur, mais il renvoie les insignes du pouvoir à Zénon, qui est l'empereur de Constantinople. C'en est fini de l'Empire romain d'Occident. Alors voilà, on y arrive, 1476, c'est une date marquante dans les livres d'histoire. On renvoie les insignes impériaux de Rome à Constantinople, plus d'Empire romain d'Occident, mais à l'époque, la fin de cet empire est à peine ressentie. En Gaule, puisque c'est ce qui nous intéresse, ça ne change absolument rien aux cadres locaux. Les villes gardent leurs comtes, qui sont chargés d'appliquer le pouvoir impérial à l'échelle locale, et aussi leurs défenseurs. En gros, seul le point de convergence de ces structures change. Les rois barbares remplacent les empereurs, avec souvent la bénédiction de l'empereur d'Orient, qui est soucieux de décharger la responsabilité de cette région, qui est trop lointaine pour lui. Et surtout, dans ce tumulte, les évêques vont jouer un rôle déterminant. Ce sont eux, désormais, qui vont assurer l'unité du peuple des Gaules, puisqu'il n'y a plus de structure puissante tout en haut. Ils sont menacés à la fois par l'arianisme et par le paganisme, et malgré tout ça, les évêques parviennent à maintenir une stabilité et ils se muent en protecteurs des populations. Ils participent à la défense des villes, ils négocient avec les chefs barbares, ils s'occupent de leurs fidèles. Dans l'anarchie ambiante, l'église des Gaules, qui est solidement implantée, je le répète encore, est l'une des dernières structures qui reste cohérente. Et puis parmi tous ces peuples barbares qui veulent tirer leur carte d'un jeu qui est désormais parfaitement ouvert, l'église de Gaulle va afficher rapidement sa préférence pour l'un d'eux, les Francs. Et c'est ainsi dans ce terreau fertile que va démarrer l'histoire de France, ni plus ni moins, avec un petit chef franc du nom de Clovis qui va, après son avènement en 481, rapidement s'imposer comme le maître du territoire. Pourquoi l'église des Gaules choisit Clovis? Eh bien parce qu'il est fin, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est un grand politique, et puis plus tard, parce qu'il choisira la foi de Nicée plutôt que l'arianisme, contrairement à tous les autres chefs barbares. C'est comme ça que démarre l'histoire de France, dans ce lien qui unit l'Église et le roi. Clovis va vaincre Syagrius, qui est un vestige de l'Empire romain dans le nord de la France. Il va vaincre aussi ses voisins francs, mais surtout les Visigoths installés au sud de la Loire. C'est ce qui va rapidement donner sa cohérence au territoire et surtout son unité, rassemblée autour d'une autorité politique, le roi, et d'une autorité spirituelle, le christianisme fidèle à la foi de Nicée. L'histoire de France ainsi que notre identité profonde commence ici.